Bonsoir et bienvenue dans Ça vous regarde. Notre grand témoin ce soir, c'est Anne-Charlène Bézina. Bonsoir Myriam. Grand plaisir de vous avoir à mes côtés. Vous publiez le livre indispensable à tous ceux qui veulent comprendre ce moment inédit de notre histoire politique, le texte intégral de la Constitution expliqué, article par article, cette Constitution qui nous protège. C'est le titre chez Ixo. Vous nous direz de qui et de quoi tout à l'heure dans la deuxième partie. Dans notre grand débat, ce soir, la stratégie contrariée du RN. Le parti de Marine Le Pen défendait ses propositions de loi. Aujourd'hui, dans un hémicycle chauffé à blanc, rien ne s'est passé comme prévu. On va tout vous expliquer. Le RN tire-t-il véritablement profit de sa position d'arbitre à l'Assemblée? Grand décryptage dans un instant avec mes invités. Enfin, la question qui fâche ce soir, faut-il supprimer le SNU, le service national universel destiné aux jeunes? Il s'est vu privé de ses crédits hier soir en commission, tir croisé avec nos chroniqueurs à la fin de cette émission. Voilà donc pour le programme. On y va, Anne-Charlène? On y va. Ça vous regarde, top générique. C'est une journée que le RN a préparée minutieusement et de longue date, bien décidé à mettre en porte-à-faux ses adversaires. Seulement voilà, sur l'abrogation de la réforme des retraites, le piège tendu à la gauche n'a pas fonctionné. Alors que s'est-il passé? Sur le papier, cela ressemble à un échec pour Marine Le Pen, mais qu'en est-il en réalité? Bonsoir Frédéric Dabi. Bonsoir. Grand plaisir de vous avoir également parmi nous ce soir. Vous êtes le directeur général opinion de l'IFOP et vous venez de publier il y a quelques semaines « Parlons-nous la même langue » aux éditions de l'Aube. On aura l'occasion sans doute d'en reparler. Bonsoir Antoine Marette. Bonsoir. Merci d'être avec nous, journaliste au service politique de France Culture, en charge du suivi du Rassemblement national notamment. Bonsoir Elsa Mondingava. Bonsoir. Ma consoeur d'LCP, vous avez suivi de près les débats de l'après-midi dans l'hémicycle et vous présentez l'émission Questions au gouvernement tous les mardis et mercredis à 14h en direct sur LCP. Anne-Charlène Bézina, vous intervenez quand vous le souhaitez. Alors que faut-il retenir de cette brillante après-midi? On voit cela dans le récap de Thibaut Enoch qu'on accueille tout de suite. Bonsoir mon cher Thibaut. Bonsoir Myriam. Les députés du RN étaient donc à l'offensive toute la journée, pas que l'après-midi. Oui, à l'offensive pour leur niche parlementaire, autrement dit ce jour dans l'année où c'est eux qui choisissent le menu des lois examinées dans l'hémicycle. Alors, ce n'était pas le grand soir, pas tellement dans l'ADN du RN, mais c'était le grand jour. Pour preuve, dès l'aurore, le parti était partout, ses élus déployés en nombre pour dérouler le programme du jour avec en haut de l'affiche cette fameuse abrogation de la réforme des retraites. Des députés décidés à faire du bruit, eh bien c'est ce qui s'est passé dans l'hémicycle et pas seulement au sens figuré. Mes chers collègues, s'il vous plaît, je vous demanderai de faire un peu de moins de bruit. On est monté jusqu'à 80 décibels, ce qui est le double de la moyenne. 80 décibels, c'est presque le niveau sonore d'une boîte de nuit, Myriam, seulement ce n'était pas pour des mots d'amour, mais pour des noms d'oiseaux. Vous n'êtes que des traîtres au peuple qui travaille, qui souffre, qui a le dos cassé. Vous êtes un voyou. Vous êtes un menteur. Regardez Pinocchio. Regardez Pinocchio. Et vous, votre parti, il a été fondé par des SS. Alors pourquoi tant de bruit et d'invectives? Alors d'abord en raison du caractère inflammable du sujet bien sûr, mais aussi pour une raison particulière, une stratégie assumée du Rassemblement national, mettre chacun face à ses responsabilités. Et là encore, la formule était à prendre au pied de la lettre. Les Français doivent comprendre et savoir que c'est Jérôme Guedj du Parti socialiste, que c'est Sandrine Rousseau des écologistes, que c'est Madame Anaïs Belloissa-Chérifi. Je vais continuer, messieurs, dames. S'il vous plaît. Je vais continuer. Les Français doivent savoir les noms de ceux, Chers doivent collègues, savoir le s'il nom vous de plaît. ceux qui ont empêché cette abrogation. Les noms des députés ayant voté contre cette abrogation la semaine dernière en commission déclinés un à un par le rapporteur RN Thomas Ménager, une forme de name and shame qui a suscité un vif émoi. Monsieur le rapporteur, c'est une menace, celle de jeter à la vindicte populaire le vote et le nom des députés. Et oui, mais nous le savons, la délation est une grande tradition de l'extrême droite et du Rassemblement national que vous continuez dans l'hémicycle.
Ouais, en effet, c'était électrique. Sur le fond, précisément, alors de quoi parle-t-on? Eh bien, c'était un peu lunaire, hein, Myriam. Le texte examiné aujourd'hui dans l'hémicycle était en fait quasiment vide. Les deux principaux points de la loi déposés par le RN, le retour de l'âge légal de 64 à 62 ans et la baisse de la durée de cotisation, n'ont pas pu être débattus. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir un petit peu en arrière dans l'histoire. Il y a une semaine, les articles 1 et 2 de la loi qui portaient ces mesures ont été rejetés en commission. Le Rassemblement national a bien essayé ensuite de les réintroduire pour l'examen en séance. Seulement, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, s'y est opposée, arguant que ces amendements étaient irrecevables. Je vous passe les détails, mais résultat, le texte débattu aujourd'hui dans l'hémicycle était en réalité une coquille vide réduite à une série de demandes de rapport. Conclusion, la loi a été rejetée au terme de plus de 5 heures de débat tout de même. Pour l'abrogation, il faudra repasser, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. À sa pause déjeuner, Marine Le Pen est venue faire une annonce. Nous, on pense aux Français et par conséquent, l'abrogation de la loi d'Emmanuel Macron sur la retraite, nous la voterons le mois prochain. Le mois prochain, car le 28 novembre, une autre proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites sera débattue dans l'hémicycle, cette fois à l'initiative de la France Insoumise. Match retour dans 4 semaines donc, ce qui nous laisse le temps de nous acheter des bouchons d'oreilles. Merci beaucoup Thibault pour cet exposé parfaitement clair. Antoine Marette, alors à défaut de victoire politique, le RN s'est offert une sacrée tribune, on vient de le voir. Pour vous, sur les retraites, sur l'abrogation de la réforme, qui sort gagnant de cette journée? Personne. Le Rassemblement national a décidé de maintenir cette proposition de loi, sachant qu'elle était vide de toute substance, pour faire une tribune. Ça, c'est plutôt réussi, mais d'un côté comme de l'autre, on l'a vu du côté de LFI comme du côté du RN, ça a beaucoup crié ce matin et jusqu'à cet après-midi, puisque ça a occupé une très grande partie de la journée avant de passer à la deuxième proposition de loi. Donc on verra pour la suite. Et la suite, c'est bien sûr LFI, le mois prochain avec à nouveau cette proposition de loi pour abroger la réforme des retraites pour la niche parlementaire LFI. C'est bien joué d'un point de vue politique, de dire au fond, puisqu'ils ne sont pas capables de voter à gauche pour ce à quoi ils croient, puisqu'ils avaient quasiment la même proposition de loi, eh bien moi, le 28, je voterai la proposition de loi LFI. C'est fait pour donner une image constructive, on est dans une opposition constructive, on est là pour dire on est pour le bien des Français, et donc dans cette stratégie dite de la cravate, eh bien, le Rassemblement national dit, on est prêt à voter n'importe quel texte à partir du moment où il va dans le bon sens, ou plutôt le texte venant de n'importe où à partir du moment où il va dans le bon sens. Elsa, le groupe de Marine Le Pen a voulu faire un coup, on l'entend, en dénonçant alors d'abord un double sabotage, l'hypocrisie aussi de la gauche dans ce débat. Il y a aussi une stratégie de communication à parler des heures durant, alors qu'on sait bien qu'on a perdu d'un point de vue politique. Surtout que ce n'était pas forcément ce qui était prévu la semaine dernière au groupe Rassemblement National. On nous disait, on va maintenir le texte, on va faire une demi-heure de tribune politique et puis ensuite on retirera le texte pour passer à d'autres choses, puisqu'il y a des textes sur lesquels le Rassemblement National voulait parler. Et puis en fait, hier, on nous a dit, et je pense que c'est à l'issue de plusieurs réunions de groupe et de discussions, non, en fait, on va y passer le temps qu'il faudra. Déjà parce que le Rassemblement National ne voulait pas que les journalistes titrent « Le RN retire sa proposition », puisque ça peut être aussi interprété comme le fait d'abandonner et de ne pas tenter les choses. Pas trop retraite. Exactement. Et puis, le RN a vu que dans son électorat, ça prenait, qu'il y avait peut-être des interrogations pour savoir, mais c'est vrai, pourquoi la gauche, finalement, ne va pas voter cette abrogation. Et donc, ils se sont dit, tant pis, quitte à sacrifier. Thibault le rappelait, ils ont une journée. Là, ils ont décidé que 5 heures de leur niche parlementaire, ça allait être consacré à des demandes de rapport. Évidemment, ce n'était pas les demandes de rapport. Le fond, c'était juste de rappeler que la gauche est pour, mais ne vote contre, de dénoncer le sectarisme des uns et des autres. Et de citer les noms. Exactement. Quand même, de citer les noms. Il y a toute une campagne sur les réseaux sociaux aussi qui a été faite pour interpeller les députés, pour nommer. Ça, c'est très assumé du côté du Rassemblement national. Effectivement, ils ont fait peser le coup avantage. Ils se sont dit, il faut y passer du temps. Il y a une bataille dans l'opinion pour savoir qui est le meilleur combattant contre cette fameuse réforme aussi contestée des retraites. Frédéric Dabi, après une journée comme celle-ci, est-ce que vous pensez que les électeurs vont se dire c'est le RN qui défend mieux sur ce point-là que la gauche ou pas ?
Alors, encore faut-il que les électeurs aient suivi ce qui s'est passé. Je suis frappé de voir que le niveau d'intérêt assez faible des Français pour ces questions parlementaires depuis quelques semaines. Les Français ont connu une éclipse du politique, entre le 7 juillet au soir et la nomination de Michel Barnier puis de son gouvernement. Ils se sont habitués, ils étaient très contents de cet apaisement à une absence du politique après des tensions extrêmement fortes. Et c'est vrai que ils n'ont pas été mécontents. Ça leur manquait pas. Ça ne leur manquait pas. Quand je voyais les enquêtes que l'on faisait sur l'image du président avant la nomination de Michel Barnier, on lui reprochait moins de ne pas avoir encore nommé de Premier ministre et de gouvernement que d'avoir dissous, qui reste l'acte lourd. Maintenant, c'est vrai que la question des retraites, on n'en sort pas. Les Français n'ont pas encore, et loin de là, classé ce dossier. Toutes les enquêtes, on s'en souvient, on en a parlé ici, 2/3 des Français contre cette réforme, 3/4 des personnes concernées, des personnes salariées. Le souhait d'abrogation est bien sûr majoritaire. Et c'est vrai que le RN, et vous l'avez très bien dit, est dans cette stratégie de la distinction. Nous sommes responsables par rapport à une gauche sectaire. Nous voulons coller aux préoccupations des Français. N'oublions pas que la catégorie générationnelle qui vote aujourd'hui le plus pour le Rassemblement national, on l'a vu aux européennes, on l'a vu au premier tour du 30 juin des législatives, c'est les 50-64 ans. Ces Français qui sont pour la plupart, qui vont être concernés par cette future réforme des retraites. Et donc le RN colle, je trouve, plutôt bien à son électorat. Le RN est arrivé premier parti des salariés aux législatives et aux européennes. Et maintenant, voilà, entre qui va être le plus crédible à gauche à l'Assemblée, entre le NFP et le RN, je ne pense pas qu'il y aura un impact fort chez les Français. Mais en tout cas, pour les Français, c'est très peu lisible. On va pas se cacher les choses, même si on trouve ça, nous, tous passionnants. C'est pour l'instant très, très peu lisible. En tout cas, le RN, plus que jamais, joue l'alternative. Il laisse le bloc central et le bloc du NFP s'écharper, souvent de manière assez violente, même si ça se calme un petit peu par rapport à il y a quelques semaines, et veut apparaître comme le parti responsable. Anne-Charlène Bézina, on a entendu ce mot de sabotage. Ce qu'a fait et la gauche et les macronistes en commission, c'est de la technique, procédure parlementaire. Est-ce que vous dites technique ? D'ailleurs, il faut être savant, il y a eu des précédents parce qu'il y a eu une proposition de loi Lyotte sur les mêmes sujets. Ou est-ce que vous dites hors-jeu, vous ne jouez pas le jeu véritablement et le mot sabotage est légitime? Il y a, à mon sens, de la technique et de l'art du détournement dans ce qui a été fait. Notamment parce que, en fait, c'est des deux côtés que ça se joue. Comment ignorer de la part du Rassemblement national que cette proposition de loi, elle encourt l'article 40. Pour le dire rapidement, l'article 40, c'est ce qui interdit aux députés d'aggraver un budget. Quand on abroge une réforme des retraites qui nous coûterait je ne sais pas combien de milliards d'euros en dépenses publiques et en perte de recettes, on peut quand même être très difficilement étranger au fait que cette menace pesait sur la proposition de loi. Donc, des deux côtés, on est en train d'instrumentaliser un petit peu le jeu parlementaire, et la Constitution évidemment, pour aller maximiser les prérogatives. Donc, c'est une démarche de crispation, une démarche de prise d'otage de l'opinion qui, des deux côtés, bat son plein. Je ne suis pas sûre complètement que le Rassemblement national joue finalement, autant qu'il le croit, l'opposition honnête et responsable, parce que le fait de choisir ces 5 heures de débat pour dire que quelque chose qui n'existe pas, mais tout simplement dans l'optique de justement d'attiser, de dénoncer, etc. Finalement, c'est un peu jouer la partition du bruit et de la fureur qui est chère au groupe des LFI. Donc attention peut-être au double jeu. Intéressante analyse. En revanche, est-ce qu'on peut dire qu'il y a défaite sur les 2 autres propositions dont on suivait le vote? Elles concernaient des questions régaliennes, à la fois faciliter les expulsions des étrangers illégaux délinquants, et puis une autre sur les peines planchées. Où en est-on? Alors pour l'instant, on sait que la 2e proposition de loi, donc celle pour faciliter les expulsions d'étrangers délinquants, les articles, alors c'est un peu technique, mais vous savez, il y a un article très important, il a été supprimé, il y a des amendements de suppression qui ont donc été adoptés, donc le RN a décidé d'enlever sa proposition de loi parce que pour le coup, elle était vidée de sa substance. Elle n'a pas pu vraiment faire la démonstration qu'il n'y avait plus de cordon sanitaire, même si la droite était plutôt intéressée par sa proposition de loi, comme on n'est pas arrivé au vote, il n'y a pas franchement de
photo finish où on peut vraiment voir qui a franchi le Rubicon ou non. En revanche, moi, ce qui m'a frappé, c'est le ministre au banc du gouvernement, Nicolas Daragon, qui est ministre délégué de la sécurité du quotidien, qui lui a dit qu'il partageait complètement le constat du Rassemblement national, que le gouvernement avait étudié sans a priori cette proposition de loi, qu'elle était contre... Sur les expulsions ? Voilà, sur les expulsions de délinquants étrangers, que le gouvernement était contre pour des raisons techniques, parce que selon elle, elle n'était pas bien ficelée, mais en tout cas, elle dit clairement à la tribune, l'a assumé, l'a répété plusieurs fois, que le constat était partagé. Donc on a senti quand même que le gouvernement considérait cette proposition de loi du Rassemblement national comme une proposition de loi qui pourrait venir de n'importe quel autre groupe parlementaire. Alors Frédéric Dabi, ça rejoint d'ailleurs votre dernier livre. Oui, ça veut dire que sur ces questions-là, les clivages ne sont pas aussi nets droite-gauche. Tout à fait, sur la question de l'immigration, et on le voit depuis maintenant quelques années, le clivage gauche-droite s'est littéralement effondré. Lorsque l'on avait testé en septembre 2023 dans une enquête IFOP l'adhésion des Français à l'expulsion de délinquants étrangers à l'issue de leur peine, on était sur 3/4 de oui et surtout une majorité, alors bien sûr une intensité plus forte à droite, mais une majorité, une petite majorité de sympathisants de gauche qui étaient favorables. Donc là, le RN colle, si je puis dire, à l'opinion publique. Sur le RN, il faut, à mon avis aussi, sortir des schémas passés. Bien sûr, l'immigration reste une matrice dans le vote RN. Mais le RN est devenu un parti de masse, où l'immigration n'est pas toujours la première des préoccupations. Aux élections européennes, la première motivation du vote de l'électorat Bardella, c'était l'insécurité. La deuxième, c'était le pouvoir d'achat. La troisième, c'était l'immigration. Ça reste bien sûr à un niveau élevé, mais on voit aussi que ça s'est relativement, je dirais, étendu, élargi de ce point de vue-là. Antoine Marette, on n'aura pas l'occasion de le vérifier dans l'hémicycle, puisque cette proposition de loi sur les expulsions supprimée, ils ont trouvé une majorité dans l'hémicycle avec la gauche et les macronistes. N'empêche que la droite de Laurent Wauquiez avait très clairement dit « on votera le texte ». Oui. Est-ce qu'on assiste à une forme d'union des droites? Est-ce que c'est nouveau ou pas que la droite républicaine assume pleinement de voter avec le RN? C'est un cordon sanitaire qui se délite un petit peu, puisque, alors autant le cordon sanitaire a été très efficace au moment des élections législatives, avec des retraits au second tour, qui ont fait perdre au Rassemblement national 80-100 députés peut-être. Là, dans l'hémicycle, ça devient une autre affaire. Et sur les questions régaliennes, effectivement, LR est capable de dire nous, on est constructif également. Mais donc, qui absorbe qui dans ces cas-là? Pour l'instant, c'est LR qui est absorbé par le RN. D'ailleurs, le RN a absorbé une partie de LR avec Éric Ciotti. Il reste pas grand-chose de LR pour le moment. Ces deux textes régaliens, donc la double peine et les peines planchées, c'était l'espoir du RN aujourd'hui, très clairement, d'espérer décrocher un texte. A priori, c'est plutôt mal pour l'un, donc il a été retiré. Pour l'autre, on va voir, mais c'est plutôt mal parti. Et dans l'hémicycle, cet après-midi, les députés LR ont plutôt brillé par leur absence. Oui, c'est pour ça qu'on ne sait pas très bien qui a gagné ce soir. Parce que ce qu'on peut dire factuellement, c'est que le RN, aujourd'hui, dans cette nouvelle donne politique, n'est pas en capacité de faire adopter le moindre texte. Oui, donc le cordon sanitaire est très solide. Quelle politique est en capacité aujourd'hui de faire adopter un texte? Et finalement, parfois, le RN, ça l'arrange. C'est pour ça qu'on a parfois le sentiment que le RN, dans les deux cas, c'est face, il gagne, pile, c'est les autres qui perdent. Puisque là, ils vont dénoncer sur les retraites le sectarisme de la gauche. Sur le texte qu'ils proposaient sur les expulsions de délinquants étrangers, ils vont dire regardez, le gouvernement est d'accord avec nous, mais lui ne fait pas, pourquoi il ne reprend pas nos propositions? Enfin, ils arrivent de toute façon à avoir un argumentaire pour dire si les autres sont contre nous, regardez, c'est même pas parce qu'ils ne sont pas d'accord, c'est uniquement parce que ça vient de nous. Donc ils arrivent quand même malgré tout, même si c'est des défaites aujourd'hui, ils n'ont pas réussi à décrocher la victoire d'avoir un premier texte voté à l'Assemblée. Ils arrivent dans leur récit à raconter que si on ne les suit pas, c'est pas pour des questions de fond, c'est pas pour des questions de bon sens, c'est juste parce qu'ils sont le Rassemblement national. Et ça, dans la perception, au fond, tous contre le RN, c'est mal perçu par les Français? Ça fait longtemps que c'est mal perçu. Qu'est-ce que les Français attendent du politique au pouvoir? Ils attendent qu'il transforme le quotidien, qu'il change la vie. Ces oppositions jugées stériles, à mon avis, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Une des raisons de la crise du politique, des élus politiques nationaux qui n'ont jamais été autant discrédités, alors que les élus politiques locaux qui, eux, transforment le quotidien, n'ont jamais été autant valorisés, c'est peut-être une crise de l'écoute entre une scène parlementaire
fracturé et qui souvent surjoue le clivage gauche-droite, on vient de le dire sur les différentes niches parlementaires, et une opinion publique française, des Français de plus en plus pragmatiques et au sein desquels ce clivage gauche-droite s'est beaucoup atténué et qui attendent qu'on prenne en charge leurs attentes communes sur l'immigration, la sécurité, l'école, les services publics. Justement, et sur l'économie, est-ce que le dépassement est possible ou est-ce qu'au contraire, le clivage gauche-droite demeure bel et bien? Cette journée dédiée au RN peut aussi masquer un certain nombre de divergences, voire même d'incohérences sur le budget. ISF, flat tax, pas facile de suivre les positions du RN dans l'hémicycle quand deux lignes, libérales d'un côté et étatistes de l'autre, cohabitent. Explication Stéphanie Despierres. Sur l'économie, la ligne du RN est difficile à suivre, comme le prouvent les débats budgétaires. Souvent, sur une même question, les députés de Marine Le Pen changent de position en quelques jours. En commission, ils ont voté pour augmenter la fiscalité du capital. En séance, ils votent contre. En commission, ils ont voté pour un certain nombre de dispositions pour pérenniser la taxation des hauts revenus et des grandes entreprises. Et puis dans l'hémicycle, finalement, ils votent contre. Sur la hausse de la flat tax, proposée par le Modem et la gauche, en commission, les troupes de Marine Le Pen choisissent l'abstention, ce qui permet l'adoption de la mesure. Colère de Jordan Bardella, qui se fend d'un rappel à l'ordre. Le vote d'une augmentation de la flat tax de 30 à 33% par la Commission des finances est un très mauvais signal envoyé aux Français qui épargnent et qui investissent. Message reçu, quelques jours plus tard dans l'hémicycle, ces députés votent contre. Autre volte-face, l'ISF, l'impôt sur la fortune. Lors de la présidentielle 2022, Marine Le Pen voulait le rétablir. Mais quand un amendement socialiste propose son retour dans sa version d'avant 2017, le RN vote contre et la vice-présidente du groupe a du mal à l'expliquer. Nous souhaitons taxer la fortune financière et pas la fortune immobilière, surtout quand ça prend en compte la résidence principale. Donc oui, en fait, nous n'avons rien trahi, nous n'avons pas du tout trahi nos électeurs, nous avons été élus sur un programme. Notre programme ne comportait pas le rétablissement de l'ISF, nous n'avons pas voté pour le rétablissement de l'ISF. Marine Le Pen disait quand même il y a quelques années que la suppression de l'ISF avait engendré la crise des Gilets jaunes. Mais pas que ça. Le Rassemblement national est aujourd'hui tiraillé entre son électorat déjà conquis, les classes moyennes et populaires, et celui qu'il veut encore conquérir, les chefs d'entreprise et les plus riches. Antoine Marette, qu'est-ce qui explique autant de votes contradictoires? Il y a vraiment deux lignes aujourd'hui au RN déjà, sur les questions économiques et budgétaires. L'économie n'est pas le point fort du Rassemblement national. Le Rassemblement national, au départ, s'intéresse essentiellement aux questions de société, comme l'immigration, le régalien, éventuellement aux questions sociales, comme le pouvoir d'achat. Mais l'économie, il y a toujours eu à l'extrême droite deux tendances. Une tendance libérale conservatrice, plutôt incarnée par Jordan Bardella, et puis une tendance ni droite ni gauche populiste, incarnée par Marine Le Pen. Il y a toujours eu des tiraillements. Ils ont été un peu estompés par Marine Le Pen, mais là, Marine Le Pen... C'est pas Marine Le Pen la patronne ? C'est Marine Le Pen qui est patronne, mais là, en ce moment, elle a quelques problèmes judiciaires à régler. Elle n'est plus à l'Assemblée nationale. C'est peut-être ce qui explique les cafouillages qu'on a vus cette semaine. Il est tenable, ce grand écart. On assiste même à des volte-face sur des articles en fonction de la commission et de l'hémicycle. Oui, c'est-à-dire qu'une semaine avant, c'est une position sur l'ISF, par exemple, ou sur la flat tax. Une semaine après, ça change. Oui, et on a bien vu qu'en un week-end, le sujet le démonte. Jordan Bardella a un peu remis les choses d'équerre. On voit qu'il essaye de séduire les grands patrons. On l'a vu pendant la campagne, quand il rencontre le MEDEF, etc. Et qu'effectivement, le Rassemblement national, s'il veut élargir son socle, c'est justement, il est obligé de adapter son discours. Alors peut-être que Jordan Bardella, c'est ce qu'il pense de toute façon au fond de lui, mais évidemment, ils vont rechercher des catégories sociales plus aisées, des chefs d'entreprise, des petits patrons, voire même des grands patrons. Et donc pour ça, il faut montrer une image rassurante et surtout, on l'a vu aussi, se démarquer du nouveau Front populaire. Quand on voit qu'en commission des finances, c'est aussi par les voix, la somme des voix du nouveau Front populaire et du Rassemblement national qu'un certain nombre d'impôts augmentés, de taxes ont été créés, là je crois que le Rassemblement national voulait vraiment faire la distinction dans l'hémicycle, d'où le rappel à l'ordre de Jordan Bardella, et on a rééquilibré dans l'hémicycle avec un discours beaucoup plus libéral, en tout cas
Alors, Frédéric Dabi, qu'est-ce qu'attendent les électeurs de Marine Le Pen? Est-ce qu'à trop élargir aux petits patrons, aux classes moyennes, elle risque de perdre sa base? Mais j'ai envie de dire, ils ont déjà élargi. Hein. Qu'est-ce que l'on voit au premier tour des législatives aux élections européennes? Mettons de côté la rectification dont vous parliez au second tour du 7 juillet. Le RN, ça peut être bizarre à entendre, est devenu un parti de masse. Quand ce parti arrive en tête chez les retraités pour la première fois, quand ce parti fait des scores très importants partout, quand il est passé du jean-marisme, c'est-à-dire du vote fort chez les ouvriers, les catégories populaires et les catégories pauvres, à cette percée dans les classes moyennes, cette percée dans les catégories qui étaient très peu atteignables, il y a parfois des attentes contradictoires. Mais est-ce qu'on peut être pro-business, libéral, alors, défense des PME et en même temps étatiste, souverainiste, défense des... On est d'accord, il y a des véritables contradictions. Le bloc RN reste un bloc sur les questions de société, sur les questions... d'euroscepticisme. Le RN s'est beaucoup vanté des 5 milliards de contributions votées en moins à l'Union européenne, même si ça n'a pas tenu. Mais c'est vrai que sur ces questions économiques, comment contenter, oui, un électorat cadre supérieur, petit patron, qui d'ailleurs dans les enquêtes de popularité, je pense à celle de l'IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio, où Marine Le Pen a une cote infiniment moins importante que celle de Jordan Bardella, et un électorat plus populaire, l'électorat passé, qui attend de l'aide, qui est sur un rôle de l'État très très important. C'est vrai que c'est... On peut dire ça. Cumulable, ces électorats, compatibles? Je pense que ça peut être compatible dans une campagne où ces électeurs attendent une projection, un projet, l'incarnation. L'incarnation compte énormément et elle permet, on se souvient... je fais un parallèle audacieux, mais du François Mitterrand des années 80, de la campagne de 80, qui aussi dans l'électorat de gauche, notamment quand il a rallié l'électorat Marché, quand l'électorat Marché l'a plutôt rallié, a vraiment, il faut aller voir le programme commun, pris en compte des attentes économiques extrêmement contradictoires, mais effectivement, c'est un point de fragilité relative pour le RN. C'est pour ça qu'on le voit, on l'a vu dans sa niche, il a mis le paquet sur les questions de société. Alors, la grande question, et elle va être pour vous cette fois, Anne-Charlène Bézina, c'est que va faire le RN sur le budget? On sait qu'il est en position d'arbitre, qu'il a un pouvoir de vie ou de mort sur le gouvernement de Michel Barnier. Ce matin, la menace de censure se fait plus précise. Écoutez Jean-Philippe Tanguy chez nos confrères de France Info. Rien ne nous convient, ça c'est sûr. Aujourd'hui, oui, nous sommes sur un chemin qui pourrait mener à la censure si Jordan Bardella et Marine Le Pen le décident. Anne-Charlène Bézina, est-ce que le RN peut censurer un gouvernement qui provoquerait, ça veut dire qu'il n'aurait plus de budget, on est bien d'accord? Si le budget est adopté par 49.3 qui a censure, vous me le confirmez, la France n'a plus de budget. Alors, on a quand même fonctionné pendant quelques mois avec un gouvernement démissionnaire, donc on pourrait tout à fait imaginer que par des mécanismes constitutionnels, on va dire de sauvegarde de l'urgence, le gouvernement démissionnaire soit amené à prendre une loi spéciale juste pour au moins percevoir les impôts au 1er janvier, mais on s'engagerait dans une discussion au-delà du mois de janvier pour un budget de simple fonctionnement, c'est-à-dire des conséquences sur la vie économique française. Non seulement de l'austérité, mais là, pour le coup, voilà, on paye les fonctionnaires et les services publics, et puis c'est la fin du jeu politique. Donc avec des agences de notation qui risqueraient de dégrader la note. On est bien d'accord. Et une attaque sur les marchés. Et puis une menace pour les plus précaires. Donc en fait, j'ai envie de dire 3 choses par rapport au RN. La première, c'est que cette posture de la réassurance qu'ils ont voulu jouer à propos de cette idée de ne pas susciter du chaos sur le chaos, notamment en n'incitant pas à la motion de censure dès que Michel Barnier a été nommé, en disant on va lui laisser faire des résultats. Si elle tombe à la fin du mois de décembre, dans le pire moment qu'on puisse choisir économiquement et financièrement pour la France, j'ai le sentiment que ça trahirait quand même profondément cette promesse faite à leurs électeurs. Donc ça c'est la première chose. Vous ne croyez pas à la censure de Noël? Je ne crois pas à la censure de Noël, même si on peut avoir des surprises dans ces moments-là, nous dirait le Père Noël. Mais la deuxième chose, c'est que j'ai l'impression que le RN n'a pas encore fait le bilan interne qui est nécessaire pour devenir un parti, vous avez parlé de mutation vers le parti de masse, mais vers le parti de gouvernement. Parce qu'au fond, quand on dit le cordon sanitaire a changé, mais je crois que c'est le RN qui en fait vient jouer sur les plates-bandes des LR. Peine Plancher,
proposition de Nicolas Sarkozy, régalien RPR depuis 20 ans. Donc, au fond, ce RN change de nature en voulant aller chercher dans les partis, on va dire, plus édulcorés que ce qui était sa base, au risque de la perdre, et avec mon troisième point, c'est-à-dire, je pense que ce qui peut tuer la crédibilité du RN dans ce moment de majorité relative, c'est son discours social. Parce que c'est là-dessus, quand même, que dans les différentes élections, le RN fait une grande montée, c'est-à-dire une montée vers la France qui souffre, les gilets jaunes, etc. Et si finalement on voit que sur l'économique, etc., eh bien, ce social n'est pas suivi par le RN, ça sera encore une fois une trahison de ces messages. Donc les messages qu'il envoie aux Français sont tellement contradictoires qu'il y a un moment où l'épreuve de vérité, soit sur la motion de censure, soit sur le budget, soit sur l'économie, soit sur le social, elle va forcément arriver. Donc il y a une prise de risque, évidemment, aussi pour le RN. Antoine Marette, qu'est-ce qu'ils attendent, les électeurs du RN, sur la censure? Est-ce que la base électorale, on entend ça souvent, qu'une majorité des électeurs du RN attendent que ce gouvernement tombe, veulent voir leur chef dans l'opposition, véritablement? Les électeurs du RN, ils attendent de revoter. Donc ils pourront revoter à partir du mois de juillet s'il y a dissolution et on peut penser que si une motion de censure est votée à partir du mois de juillet, eh bien dans ce cas-là, il y aura dissolution et cela sera possible. Donc en attendant, le Rassemblement national n'a aucun intérêt à voter une motion de censure. C'est dans leur stratégie en fait de la cravate, encore une fois. Ce serait apparaître un peu comme les agents de la crise, du chaos, de le faire. Donc, ils le disent d'ailleurs en off, ils disent de toute façon, avant juillet, nous, on n'a aucun intérêt à voter la motion de censure. Ils sont constants, il n'y a pas de petits changements là depuis quelques jours. Alors, ils ont quand même entretenu une espèce de flou stratégique en disant on ne sait pas, on va voir. Bon. Mais là, on sait que le budget, ils vont voter contre parce qu'ils sont dans l'opposition et donc voter contre, c'est plutôt que de s'abstenir, c'est une façon de marquer son opposition. La motion de censure, c'est un cran au-dessus. Et là, ils ne vont pas franchir ce cap avant juillet. Ils ne franchiront pas le cap, Elsa Monin-Gava ? Justement, là, je pense qu'aussi le fait de reparler de censure tout de suite, ça masque aussi un peu certaines incohérences économiques. On sait très bien que du coup, on va retenir le fait que le RN remenace. Ils remettent un coup de pression. Ce qu'on nous dit au Rassemblement national, c'est que l'électorat, comme on l'a vu, il est divisé. Et en fait, il est divisé aussi sur la question de la censure. Et leur électorat de base pousse pour la censure, parfois en disant mais allez-y, dégagez-les tous, si je peux me permettre. Et un autre électorat leur dit surtout pas de bordel, si je peux me permettre aussi. Ces deux termes. Mais voilà, donc en fait, ils sont un peu tiraillés entre ces deux électorats. Un, à mon avis, ça ne déplairait pas de justement voir enfin le RN pouvoir censurer un gouvernement, et une autre partie de leur électorat qui leur dit surtout pas, nous ce qu'on veut c'est de la stabilité, etc. Est-ce que vous êtes d'accord, Frédéric Dabi ? Les deux électorats ? Oui. Alors peut-être pas deux, on a publié une enquête la semaine dernière avec Sud Radio, j'ai conscience que la question est un peu artificielle, est-ce qu'on soutiendrait une motion de censure? 52% des sympathisants ou électeurs RN. 52%, c'est la plus grande famille politique après la France insoumise. Mais c'est vrai que le RN a bien en tête, l'électorat RN, qu'un des freins majeurs à un RN parti de gouvernement, c'est la crainte du désordre, la crainte du chaos. Et les Français, pour l'instant, ne souhaitent pas une nouvelle élection législative. Donc le RN est peut-être tiraillé de ce point de vue-là, mais clairement, l'électorat RN, même si Michel Barnier a une certaine bienveillance auprès de cet électorat, reste un électorat d'opposition. Et que doit faire une opposition? S'opposer pour finalement arriver au pouvoir. Merci beaucoup. On s'arrête là. Merci infiniment pour ce décryptage très complet. Je vous garde avec moi, Anne-Charlène Bézina, bien sûr, parce qu'on va à présent parler de votre livre, cette Constitution qui nous protège chez IXO. Vous avez fait un travail colossal, tout l'été, je crois, pour rendre accessible à tous notre loi fondamentale, le texte intégral, commenté article par article. Et il y en a 108, ça fait un paquet. Regardez ce que ça donne. C'est dans l'invitation de Maïté Frémont. Interview toutes les deux juste après. Si on vous invite, Anne-Charlène Bézina, c'est pour nous éclairer sur notre Constitution. Et à ceux qui disent d'elle qu'elle est hors de portée ou encore trop obscure, vous leur répondez qu'ils se trompent. Avant vous, le président de la République en avait défini les contours. Agir pour protéger au quotidien contre les grands bouleversements du monde, pour tenir chaque jour la promesse et l'ordre de la République, pour rebâtir l'unité de la nation. Pourtant, en 66 ans, alors que les drapeaux français flottent devant nos mairies, que la Marseillaise est chantée dans nos écoles, ce texte fondateur ne réussit pas vraiment à s'incarner aux yeux des Français, autrement que par ça. Sur le fondement de l'article 40
alinéa 3 de la Constitution. Le très célèbre 49.3 ou plus récemment l'article 12. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. 2 articles, mais en réalité, la Constitution, c'est bien plus, dites-vous. Anne-Charlène Bézina, vous êtes constitutionnaliste, docteur en droit, enseignante, et vous sortez ce livre où vous décortiquez les 108 articles pour nous faire comprendre cette Constitution qui nous protège. Bijou imparfait, mais qui sait se dépoussiérer, évoluer avec la société. Pour l'adoption, 780. Contre 72. Il y a 7 mois, la Constitution s'enrichit de ce droit de recourir à l'IVG. Toujours en évolution, preuve pour vous que cette Constitution ne doit pas être abandonnée. Et votre article chouchou, Anne-Charlène Bézina, vous répondez sans hésiter l'article 5. Le président de la République est le garant du respect de cette Constitution. Un article, dites-vous, obscur, mais bourré de poésie. Alors, où avez-vous trouvé de la poésie, Anne-Charlène Bézina, dans ce texte quand même assez aride et parfois obscur? Celui de l'article 5 me plaît particulièrement par rapport à cette posture de l'arbitre que le président de la République est censé incarner. Et je trouve poétique parce qu'un arbitre, c'est à la fois un joueur et quelqu'un qui sait se mettre de côté pour faire respecter la règle du jeu. Donc il y a quelque chose de profondément ambigu dans cette notion d'arbitrage et qui à la fois incarne bien le président de la République de 58, c'est-à-dire celui qui vient protéger le peuple, mais qui essaye, tant que faire se peut, de ne pas être l'homme qui joue le jeu. Et je crois que c'est un peu ça qu'on perd. Ce mot d'ambiguïté, parce que souvent on se dit le diable se cache dans les détails. Est-ce que le texte laisse la liberté à l'interprétation? Est-ce que la pratique doit corriger peut-être le flou? Et c'est passionnant, article par article, de trouver des réponses à cela. D'abord, je voudrais qu'on parte du président de la République. On en parlait. D'abord, on dit souvent que cette Constitution, elle a été faite pour et par le général de Gaulle. Elle a été écrite avec Michel Debré à sa main. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'elle porte la marque de son inspirateur? Oui. Nécessairement, je pense que c'est une constitution gaulliste. Néanmoins, l'idée qu'elle puisse être trop étroite pour lui survivre, je crois qu'on a prouvé aujourd'hui, au vu de sa longévité, que ce n'était pas une vraie idée de la Constitution, parce que le paradoxe gaulliste, encore une fois on reparle d'ambiguïté, c'est cette idée de pouvoir permettre plusieurs lectures. Et je pense que la marque gaulliste, c'est ça, c'est-à-dire arriver à avoir une incarnation de l'exécutif, mais permettre aussi que la Constitution puisse s'adapter aux circonstances. Le président de la République est l'institution la plus originale, exceptionnelle et peut-être même inqualifiable, écrivez-vous, de la Constitution de la Ve République. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que dans tous les régimes proches, qu'on soit dans un régime parlementaire ou dans un régime présidentiel, le président a des attributions assez claires, on voit totalement à quoi il sert. Alors que quand on vote cette Constitution, le 4 octobre 58, eh bien, ce président, c'est une originalité absolue. On n'a plus l'habitude de l'incarnation d'un exécutif aussi fort, et pourtant, si on est en cohabitation, si on est en période de majorité aussi relative qu'aujourd'hui, eh bien, il change de visage, il change de nature. Donc, l'arbitrage, la manière dont le président va incarner cette Constitution, eh bien, c'est toute sa saveur. Alors, justement, la première tête d'un exécutif qui en comporte deux, c'est une originalité totale par rapport à tous les pays dans le monde. On va partir sur l'article 20, si vous le voulez bien, parce que c'est d'actualité. Dans cette coexistence, c'est le terme d'Emmanuel Macron entre le président et le Premier ministre Michel Barnier. Le partage des tâches est-il clair? Oui et non. Pas autant que ce qu'on le prétend en période de cohabitation. Je cite François Mitterrand pour le plaisir qui dit en période de cohabitation, toute la Constitution, rien que la Constitution, mais en réalité, elle ne permet que le jeu des hommes. Parce que, par exemple, pour prendre le chef des armées, dont on a beaucoup parlé pendant l'entre-deux tours, eh bien, envoyer des armes, ça vient certes du président de la République, mais il faut que ce soit contresigné par le Premier ministre, et lui-même doit se mettre d'accord avec le ministre des Armées, qui a un état-major. Donc, vous voyez,
Tout le monde doit être autour de la table et c'est ça aussi la richesse de la Constitution, c'est qu'elle est pleine de contre-pouvoirs. Donc c'est la pratique aussi qui détermine au fond plus les choses que le texte lui-même, parce qu'on parle de domaine partagé ou de domaine réservé. Quelle est votre religion là-dessus au vu du texte? Moi j'ai le sentiment que la Constitution ne prévoit pas de couloir pour l'un comme pour l'autre. En réalité le domaine réservé, c'est cette théorie de Jacques Chaban-Delmas au lendemain de la Constitution pour préserver au général de Gaulle cet apanage sur les relations internationales qui, encore une fois, est historique et tout à fait légitime par rapport à cette unité de la voix de la France. Mais il n'y a pas de couloir. Et il ne peut pas véritablement y en avoir dans un régime parlementaire avec un président aussi fort que celui de la Ve République française. Donc tout est affaire de patine, en quelque sorte, entre les pouvoirs des uns et les pouvoirs des autres. Alors vous l'avez dit, président fort, aussi fort que la Ve République. Est-ce que lorsque le président préside, en plus de gouverner, ou plutôt gouverne en plus de présider, dans un fait majorité absolue clair, est-ce que vous diriez qu'on est dans une situation complètement démocratique? Est-ce que le fait que le président, c'est le fameux hyper-président, on pense à Emmanuel Macron en 2017, à Nicolas Sarkozy, le fait qu'il ne soit responsable que tous les 5 ans devant les électeurs, c'est suffisant? Moi, ça n'est pas cela qui me choque dans l'hyper-présidentialisation de la Ve République. L'idée qu'on revienne aux urnes pour retrouver de la légitimité et de la connexion, pour moi, c'est comme ça que fonctionne la démocratie représentative quand on a confiance. Mais pour qu'on ait confiance, encore faut-il qu'il y ait une certaine pratique du pouvoir. Et par exemple, un président de la République qui s'immisce dans une CMP, un président de la République qui veut revenir sur une décision du Conseil constitutionnel, comme Nicolas Sarkozy en 2008, eh bien, tout ça, c'est quelque chose qui abîme la démocratie, alors pourtant que ça n'est pas dans le texte de la Constitution. Donc je crois que si on en revenait à l'épure justement de cet arbitrage, c'est-à-dire un président fort, mais qui laisse les autres jouer leur partition aussi. C'est ce fabuleux orchestre de la Constitution. Ça dépend des hommes, mais pas des textes. Ça dépend des hommes, évidemment. L'article 16, tiens, est-ce qu'il a toujours lieu d'être, à votre avis, ou plus que jamais, au vu du contexte? Rappelez-nous. Alors, l'article 16, c'est un peu cette période, c'est la grosse Bertha, c'est cette période de dictature présidentielle où il peut avoir l'exécutif, le législatif et le judiciaire à sa main. Moi, j'ai le sentiment qu'il est utile comme tous les articles exceptionnels et de crise. C'est-à-dire que si demain, on arrivait à justement avoir les deux conditions de l'article 16, je les rappelle, c'est-à-dire un blocage sur la continuité de la nation, l'intégrité du territoire et l'incapacité pour nos pouvoirs publics à travailler, évidemment que ce serait utile d'avoir un président de la République qui peut nous sortir de cette situation. Donc les pleins pouvoirs, ça peut être encore utile. N'oublions pas, aussi bien pour la destitution que pour l'article 16, que peut-être pour l'article 49 alinéa 3, que ce sont des articles qui sont censés ne pas nous servir. On y vient. C'est l'idée. À partir du moment où on est dans l'ultime, c'est légitime, mais à partir du moment où c'est bien utilisé. Alors justement, puisque c'est l'actualité, le débat budgétaire, on va venir au 49.3 dans un instant, mais le 47, il est forcément majeur, puisque on est en train de discuter des finances de l'État. C'est fondamental que les députés autorisent finalement le gouvernement ou l'exécutif à dépenser les deniers publics ou à exiger des citoyens leur argent. Alors, est-ce que c'est normal, franchement, qu'ils soient contraints dans le temps ? Je crois que ça l'est parce qu'il faut revenir à la philosophie 58. 58, c'est l'anti-46, d'accord ? C'est-à-dire qu'on avait une constitution de la 4e République qui permettait que les budgets soient adoptés, on va dire, au desiderata de l'Assemblée nationale, parfois en 2 ans, si bien qu'en fait on avait l'habitude de truquer l'horloge au-dessus du Sénat et de l'Assemblée nationale pour essayer de faire qu'on ne soit pas vraiment au 31 décembre. Ces manigances, ces arrangements électoraux de députés dans leur circonscription ont fait beaucoup de mal à la démocratie et à la transparence. Et en 58, quand on bloque dans le temps, on se dit au moins on va bloquer le débat législatif dans sa cohérence. Encore faut-il que les amendements venant des parlementaires aillent directement à leur objet et ne soient pas de l'obstruction. C'est-à-dire que si on a une pratique de plus de 1500 amendements déposés d'emblée, d'ores et déjà on sait que le délai de 70 jours va être plus compliqué à tenir. L'idée, c'est d'aller directement à son but. Donc moi je défends ce délai, je défends cette idée que l'article 47 n'est pas une brutalisation de la démocratie, à charge pour l'Assemblée nationale de savoir travailler. On verra ça, parce que c'est une vraie question qui va se poser dans les semaines à venir. On n'est pas encore hors délai pour le débat budgétaire. La mauvaise réputation du 49.3, vous la comprenez ? Je la comprends, notamment parce que
il est devenu le visage d'une certaine manière de faire de la politique, notamment qui vient peut-être de cette idée qu'on n'a pas su anticiper ce que c'était qu'une majorité très relative sous la Ve République. Michel Rocard avait peut-être eu un peu plus de facilité à gouverner avec ces armes-là. Aujourd'hui, l'article 49.3, c'est l'instrument de la brutalisation, donc il est impopulaire. Et pourtant, si on en revient encore une fois à l'origine, l'idée qu'on puisse avoir un budget et qu'on n'ait pas de shutdown à l'américaine, qu'on n'ait pas ce chantage entre le législatif et l'exécutif au-delà du mois de janvier, puis de février, puis de mars, c'est quand même quelque chose qui est sain pour la démocratie. Alors, à charge pour nos gouvernants d'essayer de l'utiliser le moins possible. C'est comme tous les états d'exception, comme pour le Covid, etc. À partir du moment où on s'accoutume, ça devient évidemment une mauvaise habitude. Et puis, vous l'aviez mentionné, l'article 68, on l'a appris aujourd'hui, la France insoumise mettra à nouveau la question de la destitution du chef de l'État dans l'ordre du jour de sa journée d'initiative, donc de sa niche parlementaire, le 28 novembre, destituer Emmanuel Macron. Ils font la bonne lecture, les insoumis, de cet article ? On l'a assoupli en 2007, cet article 68, parce qu'auparavant, on disait qu'on pouvait attraire notre président de la République en haute cour pour haute trahison. Donc, c'est vrai que le vocabulaire s'est assoupli. Néanmoins, moi, je crois qu'il ne faut pas perdre à l'esprit que la haute trahison, c'était un instrument extrêmement grave. Destituer le président de la République, ça veut dire préférer retourner aux urnes, remettre en cause toute la légitimité d'une élection acquise. Et je pense qu'un manquement incompatible avec l'exercice de son mandat, ça veut quand même dire quelque chose. Lire l'article 8 comme obligeant à la nomination de Lucie Castet, même encore aujourd'hui au mois de novembre, c'est quand même une curieuse interprétation de ce que l'on veut pour les Français. Alors c'est un livre compagnon. C'est comme ça que vous l'avez conçu. C'est pas du tout un essai. On va piocher et on n'a plus que jamais besoin de ces éclairages article par article. Ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous nous faites à la fois voyager dans l'histoire, ça commence avec la Révolution française, mais aussi dans le monde. Vous nous parlez des autres modèles, européens, allemands, mais aussi chinois. C'est la Constitution qui nous protège. Expliquez-nous ce titre. Qui nous protège de qui et de quoi avant tout ? Alors, j'ai le sentiment, j'ai écrit ce livre, comme vous le disiez, dans l'été, c'est-à-dire après la page politique de la dissolution, parce que j'ai parfois le sentiment que cette Constitution, elle est non seulement méconnue, mais vécue parfois, avec notamment ce 49.3, comme instrumentalisée. C'est-à-dire c'est devenu l'objet de ces abus de pouvoir et de cette maltraitance du peuple. Et moi, je crois que si on en revient au texte, déjà à l'étude de ce qu'il dit, je le trouve très poétique, comme je vous l'ai dit, et je crois que quand on en revient au texte, on se rend compte que la Constitution, elle est bourrée de protection déjà des droits fondamentaux, de limites pour chacun des pouvoirs. Et donc, non, il n'y a pas d'abus grâce à la Constitution. Au contraire, tous sont normalement présagés par elle, anticipés par elle. Elle est très très souple. Elle est très très souple et puis à la fois, elle oblige normalement tout le monde à avoir une vision politique au-delà de la querelle partisane. N'oublions pas qu'elle est gaulliste, on l'a dit, et son seul objet, peut-être, c'était de se dire on va dépasser la République des partis et on va essayer de gouverner dans l'intérêt de la France. Donc si on en revient à l'épure du texte, si les citoyens, c'est mon souhait, se saisissent à nouveau de ce texte fondateur, et bien peut-être qu'ils pourraient avoir à l'idée que elle-même, rien que ne serait-ce que de la connaître et de la lire, c'est un fabuleux contre-pouvoir. Eh ben, on incite nos téléspectateurs à le faire. Et j'espère que vous reviendrez, parce qu'on a bien besoin d'éclairage constitutionnel. Avec plaisir. En ce moment, cette Constitution qui nous protège, c'est à lire chez XO. Vous restez avec moi, Anne-Charlène, parce qu'on va terminer avec nos chroniqueurs qu'on accueille tout de suite. La question qui fâche, mesdames, messieurs. Et à la barre ce soir de la question qui fâche, maître Bertrand Perrier, bonsoir. Bonsoir. Avocat auprès de la Cour de cassation, passé maître dans l'art oratoire. Allez-vous réussir à tenir tête ce soir, Jean-Baptiste Daoulas, journaliste politique à Libération. Bonsoir, merci d'être avec nous, messieurs. Voici la question qui fâche. 2 chambres, 2 majorités. Un même résultat, l'Assemblée et le Sénat l'ont voté hier soir en commission. Les 128 millions d'euros alloués au service national universel ont été quasi annulés. C'est une mesure évidemment qui coûte un pognon de dingue, si je peux me permettre, à un moment où on nous explique qu'il faut se serrer la ceinture. Donc on a vraiment plein d'idées sur ce qu'on peut faire avec cet argent-là, plutôt que d'aller mettre au pas la jeunesse. Le SNU, programme de 12 jours créé en 2019 pour former les jeunes de 15 à 17 ans à devenir des citoyens attachés aux valeurs de la République. Au programme, le lever des couleurs, un rituel républicain pour promouvoir la cohésion nationale.
Cheval de bataille d'Emmanuel Macron, le président souhaitait d'ailleurs le généraliser sur tout le territoire en 2026. Le service national universel fait partie de la réforme, c'est pourquoi j'aurai l'occasion d'y revenir dans les prochaines semaines, mais nous irons vers la généralisation du service national universel en seconde. Depuis, l'exécutif rétropédale à l'heure où l'État cherche à renflouer ses caisses. Moi j'ai une partie des crédits du SNU dans mon ministère, donc je peux en parler. Aujourd'hui, je n'ai pas les moyens pour une généralisation du SNU, c'est clair. C'est clair. Il ne sera donc pas généralisé. En 2025, il ne le sera pas. En 2026, j'imagine mal qu'il puisse l'être. Mais le gouvernement l'assure, pas question de le supprimer. Le gouvernement ne souhaite pas supprimer le service national universel. Ce n'est pas la position que nous avons portée, ce n'est pas la position que nous porterons. En 2023, 40 000 jeunes ont réalisé un séjour sur l'année scolaire sur plus de 60 000 places disponibles. Alors la question qui fâche, la voici. Faut-il supprimer le service national universel? Allez, l'accusation pour commencer, Jean-Baptiste Daoulas. Quand on est face à un gadget en temps de disette budgétaire, oui, il vaut mieux le supprimer. C'est, comme on disait dans le sujet, le service national universel, c'est un sparadrap que se traîne Emmanuel Macron depuis 2017. Quand il sort cette idée du chapeau dans un discours sur la défense en mars 2017, alors que ça ne répond finalement à aucune demande des étudiants, des lycéens, c'est quelque chose qui est plaqué finalement d'en haut avec une image assez passéiste. C'est d'ailleurs intéressant que ça ait été dans un discours sur la défense à l'époque. C'est quand même l'idée de jouer avec cette nostalgie d'une France un peu sépia, la France du service militaire, la France de l'uniforme, celle du c'était mieux avant. Et donc depuis, il essaye de mettre ça en place. Et effectivement, ça coûte très cher. La Cour des comptes estime qu'au lieu des 2 milliards annoncés par le ministère de l'Éducation nationale, bien, ça pourrait coûter en réalité entre 3,5 et 5 milliards d'euros. Je pense qu'on peut faire un autre emploi de cet argent pour l'instant. Maître Bertrand Perrier, il se trouve, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, que vous avez participé en tant qu'animateur à des ateliers du SNU. Oui. Alors, gadget ou pas? Non, moi je crois que d'abord, ceux qui parlent le mieux du SNU, c'est ceux qui l'ont fait. Et 94% des jeunes qui ont fait le SNU ont été satisfaits de cette expérience. 78% disent qu'ils ont rencontré des jeunes issus d'un autre milieu que le leur. Et donc, aujourd'hui, ça coûte 160 millions. Je ne dis pas que c'est bien utilisé, je ne dis pas que c'est bien géré, mais je dis qu'il y a une voie entre la suppression et la généralisation. Alors qu'est-ce qu'on y fait? Pourquoi cette satisfaction? Alors on y apprend. Qu'est-ce qu'on transmet? On y apprend par module pendant 12 jours dans une maisonnée où il y a une vingtaine de jeunes. Les gestes de premier secours, la laïcité, la place de la France dans le monde. Moi, j'enseignais la prise de parole en public, donc vous avez des modules comme cela, on y fait du sport, on y apprend le patrimoine français. Il n'y a pas de militarisation, c'est pas... oui, alors effectivement, on a un uniforme, mon Dieu, c'est terrible, mon Dieu, on lève le drapeau français, je crois que c'est notre drapeau. Et encore une fois, tant que c'est sur la base du volontariat, moi, ça ne me gêne pas que des enfants qui ont 12 jours et qui souhaitent s'engager, parce que si vous voulez, on ne peut pas à chaque fois dire qu'il n'y a pas d'occasion pour la jeunesse de se rencontrer, qu'il n'y a pas de vivre ensemble. Et quand il y a une institution qui, même imparfaitement, promeut cela, la supprimer. Juste un mot sur la mixité, vous l'avez constaté? Alors, ou pas? Parce que c'est bien de venir des quatre coins de la France, mais si on se retrouve un peu dans son propre milieu social, souvent défavorisé, est-ce que c'est utile? Non, alors justement, c'est en réalité un peu l'inverse. C'est en cela que ça pêche aussi un peu le SNU. C'est que c'est assez homogène en termes de milieu. C'est plutôt un milieu favorisé, en réalité, qui participe au SNU. C'est plutôt des élèves qui sont en études générales, très peu en études professionnelles. Et s'il y avait effectivement un progrès à faire, ce serait là-dedans, dans la généralisation. Vous avez par exemple beaucoup d'enfants qui ont déjà des engagements, qui ont déjà une culture de... Donc ça rate un peu sa cible de ce point de vue-là. De ce point de vue-là, c'est vrai. Jean-Baptiste, convaincu ou pas? Parce que c'est plutôt un joli tableau qui est planté. Ah non, mais le SNU, ça repose sur un très bon sentiment. Après, est-ce qu'on fait de bonnes mesures avec de bons sentiments? J'en suis pas convaincu. Comment dire, le SNU, il est censé répondre au fait que les gens ne se croisent plus. Que vous avez aujourd'hui des gens qui arrivent à 16, à 18 ans, sans être forcément sortis même de leur département, puisque le SNU fait sortir les jeunes de leur département également. Il n'y a plus de service militaire, des colonies de vacances. Ils ne vont pas avoir croisé des gens d'autres catégories sociales, mais on prend le problème à l'envers. En fait, le problème, c'est qu'on a des gens qui sont dans cette situation à 18 ans. Qu'est-ce que fait l'école? Pourquoi est-ce qu'on ne fait rien pour plus de mixité à l'école? Pourquoi est-ce qu'en maternelle, au collège, au lycée, les catégories moyennes et supérieures sont souvent des experts de l'évitement scolaire pour éviter que leurs enfants se retrouvent mélangés
avec des enfants de catégorie Pour vous, c'est un inférieure. palliatif, un sparadrap sur une jambe de bois qui masque mal ça arrive beaucoup trop tard, les échecs de l'éducation nationale. Les problèmes, ça s'attaque à la racine. Bertrand Perrier. Oui, je ne dis pas que c'est la panacée. Je dis que, puisque effectivement l'école ne le fait pas, c'est bien qu'il y ait une institution qui le fasse. Une institution étatique qui enseigne aussi les valeurs de la laïcité, les valeurs du vivre ensemble, les valeurs du service public. Tout ça est enseigné. Il y a effectivement des jeunes gens qui, à 15-16 ans, ne connaissent pas les gestes de premier secours. Ben, c'est pas inintéressant que, sur la base du volontariat, il n'y a pas d'embrigadement en réalité là-dedans. Il y a simplement l'idée que... Enfin, moi j'ai fait mon service militaire, j'ai pas eu l'impression d'être embrigadé et d'être devenu un clone parmi les clones. Simplement, pendant 12 jours, des jeunes de 15, 16, 17 ans, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes de gestion, il y a des problèmes de coûts. Je ne nie pas tout ça. Il y a même des problèmes de violence au sein des maisonnées. Tout ça existe, bien sûr. Je ne fais pas une panacée, mais je dis que c'est dommage de jeter le bébé avec l'eau du bain parce que vraiment, c'est une bonne idée. Sa mise en œuvre peut être tout à fait perfectionnée, mais vraiment l'idée d'un creuset où pendant 12 jours, des jeunes se rencontrent, puis ensuite que ça se prolonge par un engagement associatif pendant l'année qui suit au service du bien commun, je pense que c'est quand même une belle idée. Jean-Baptiste Daoulas, ce qui est sûr, c'est que la généralisation, c'est fini. C'est ça? On peut dire ça aujourd'hui? C'est pas... officiellement. L'idée qu'un SNU obligatoire pour les 15-17 ans soit mis en œuvre, ça n'a plus trop. Ce qu'on a vu pour l'instant, c'est que dans la version uniquement sur la base du volontariat, ça coûtait environ 100-150 millions d'euros par an, dont d'ailleurs les 150 millions qui étaient budgétés n'ont jamais été entièrement exécutés. C'est-à-dire qu'on n'a jamais trouvé assez de volontaires pour l'instant à ce stade pour y aller. L'idée, c'était de le rendre obligatoire. L'idée, c'est de le rendre obligatoire, effectivement, et c'est le fait de le rendre obligatoire, ça coûterait officiellement 2 milliards d'euros, et comme je le disais tout à l'heure, entre 3,5 et 5 milliards d'euros selon la Cour des comptes. Clairement, on n'en a plus les moyens. Ouais. Donc ce sera abandonné. Vous êtes d'accord là-dessus? Oui, non, mais plus personne ne parle de cela. Je crois que la généralisation, de toute façon, je ne suis pas sûr que c'était en soi une bonne idée, mais je crois que la suppression est tout autant une mauvaise idée. En tout cas, c'était un totem d'Emmanuel Macron. Ça fait partie vraiment des quelques grandes mesures phares de son ADN. Alors là, roulement de tambour. Bon usage. Vous êtes l'arbitre des élégances. Et c'est le mot de la fin, parce que je surveille la pendule. Convaincu par qui je vais en revenir à la Constitution, par les deux nécessairement, mais je crois qu'il y a une grande lacune sur laquelle il faut absolument qu'on travaille tous ensemble, c'est la citoyenneté. Et revenir, en effet, dès le plus jeune âge, dès cet âge où on est ensemble, où justement on apprend à avoir des idéaux, revenir sur les valeurs fondamentales de ce qu'est la France, de ce qu'elle doit être, de ce qu'est être français, de la République, c'est quand même pas un luxe. Donc que ça soit même uniquement facultatif ou que ça soit dans un cénacle ou dans un autre, moi ce que je crois, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur cette question. Donc SNU ou SNU bis, il faudra trouver une initiative, en tout cas pour qu'on ait une jeunesse qui comprenne le sens de ce que c'est que d'être citoyen, qui ait envie d'aller voter. Et voilà, ça se perd et ça, c'est bien dommage. Merci beaucoup. On va terminer par peut-être un souvenir, une anecdote très concrète pour que nos téléspectateurs non, mais alors moi, j'étais dans une un souvenir non, vraiment, en fait, j'ai deux souvenirs. J'ai la maisonnée dans le 12e. Donc 20 jeunes qui ne se connaissent pas et qui sont là dans une maisonnée. Et puis, à la fin du séjour, au bout de 12 jours, il y a eu une restitution dans la cour des Invalides. C'était magnifique. Il y avait, c'est pas magnifique au sens esthétique, hein, j'ai pas un fantasme pour l'uniforme, mais il y avait plusieurs centaines de jeunes dans la cour des Invalides, qui signifie tellement dans notre histoire et pour la citoyenneté que Anne-Charlotte Bézina rappelle à l'instant. Et on a lu des lettres de résistants qu'ils avaient apprises au cours de ce SNU. Et j'ai trouvé ça très beau. Bon, on s'arrête là. Un petit sourire de conviction. En tout cas, nous, à LCP, on essaye aussi d'apporter un peu à la citoyenneté. On s'arrête là. Merci infiniment, Jean-Baptiste Daoulas. Et merci à vous, Bertrand Perrier. Lisez cette Constitution qui nous protège. N'en ayez surtout pas peur. Il faut piocher parce que c'est tellement d'actualité. Merci à vous. Merci à vous. Très belle soirée. Soirée américaine. Les élections, c'est dans moins d'une semaine. À demain. Non, à mardi prochain. Très bon week-end de la Toussaint.